Le processus électoral en cours est émaillé de plusieurs soubresauts, mais en dépit de tout ceci, la centrale électorale tient à organiser les élections dans le délai, madame, monsieur. Du côté de l'opposition, cette opposition qui est vraiment diverse et plurielle, parce qu'il faut dire que depuis un certain temps, Martin Fayulu évolue seul, Katumbi avec ses Sanga et bien d'autres, ils sont dans un autre coin. Pour Martin Fayulu, pas d'élection aussi longtemps que le fichier n'a pas été audité. Mais du côté de l'Union sacrée, on affûte les armes parce que pour plusieurs partis politiques et regroupements politiques membres de l'Union sacrée, c'est Félix Tshisekedi ou rien. Et la mort de Cherubin Okende, mieux cet assassinat odieux, fera également partie des sujets que nous allons analyser au sein de cette mise au point que j'ai le plaisir de faire avec un éminent avocat. Il est membre de l'Union sacrée, cadre de l'UDPS, président de la COPOP, maître Passimbayo, c'est comme ça qu'on l'appelle, avocat au barreau de Lubumbashi. Maître, bonsoir, bienvenue. De vous retrouver après quelques mois d'absence. C'est un plaisir, je vous en prie. Merci bien. Merci bien. Alors, je l'ai dit à l'entame de cette émission, le processus électoral est en train d'avancer tant bien que mal. L'UDPS a finalement déposé sa liste. Est-ce que ça s'est bien passé? Oui, mais les choses se sont bien passées. Je ne sais pas si vous faites partie de ceux qui suivent le ragot des réseaux sociaux. J'ai vu, c'est pas un de vos confrères, puisque entre journalistes, journaleux et journalistes citoyens, il y a toujours des décalages qui semblent parler de l'irrégularité des listes de l'UDPS avec, bien évidemment pour ça, avec des motifs non seulement incongrus, mais aussi infondés. Raison pour laquelle on fait toujours appel à vous, qui êtes de la famille. En ce sens que les statuts de l'UDPS sont clairs. Je signale que l'UDPS est chapeauté par 5 textes. Là, vous êtes en train de me précéder. Hein? Vous avez effectivement, puisque vous posez, est-ce que ça se passe bien? Je disais que ça se passe bien. Très bien, oui. Mais je voulais déjà dérouler mon tapis avec cet élément-là, puisque ça fait piluler un mensonge sur les réseaux sociaux. Et que vous avez les statuts, le règlement de l'intérieur, vous avez le code de bonne conduite du parti, vous avez la décision 081 du président, et puis vous avez les dernières réglementations qui ont été coulées sur la 3 ans. C'est-à-dire ça fait 5 textes qui dirigent le parti. Mais le texte principal demeure les statuts. Où il vous est dit, par exemple, en cas d'absence ou d'empêchement du président, le parti se trouve dirigé par un directoire ou un présidium à 3. Alors, parce que vous avez déjà ouvert le bal sur ces sujets, il se raconte sur les réseaux sociaux, pas sur les réseaux sociaux. J'ai vu une tribune faite par un avocat, que j'ai tais les noms ici, qui estime que ce soit Augustin Kabouya ou Jacques Machabani, les deux n'ont pas la qualité ou ne peuvent pas signer pour engager le parti en ce qui concerne le processus électoral, et que dans ces cas d'espèce, vos listes seront invalides et la CENI est en droit d'invalider ces listes ou carrément de les rejeter. C'est un mensonge qu'il entretient, je ne sais pas il roule pour qui. Il parle des individus. Le débat n'est pas ab hominem. Le débat est lié à des institutions, organes et mécanismes du parti. L'on parle de la CEP, l'on parle de la Convention démocratique, l'on parle aussi du secrétariat général. Ce sont des organes, on ne parle pas d'individus. Mais est-ce que lorsque ces organes se réunissent, j'ai fini la phrase. Je vous en prie. Lorsque ces organes se réunissent de droit et ces organes pondent un mandat ou une procuration à cause du secrétaire général, mais c'est qui agit? Ce sont ces 3 organes qui agissent via un seul. On comprend bien. Voilà, donc moi je ne vois pas pourquoi... Est-ce que cette confusion n'est pas née du fait qu'à un certain moment, on a vu ces mandats spéciaux accordés à Jean-Marc Kabound qui a divisé le parti parce qu'il y en a qui s'étaient opposés
farouchement à ces mandats, mais on a vu, hein, d'une certaine manière, on a vu l'hiérarchie de l'UDPS consacrer l'anarchie. Est-ce que ce n'est pas à cause de cette confusion que vous avez vous-même créée en créant de règles qui n'ont jamais été reconnues par les statuts du parti et qu'aujourd'hui, que vous êtes revenu au bon sens, qu'on n'arrive plus à comprendre réellement ce qui se passe? Mais il n'y a plus de mandat à l'UDPS. Il n'y a plus de président AI à l'UDPS. Non, je demande, est-ce que ce n'est pas à cause de cela qu'aujourd'hui, les gens sont en train de penser que... Bon, écoutez, la liberté de penser en démocratie, mon cher ami, on ne peut pas l'interdire, sinon on tombe dans la salopardise. Mais je vous dis, et je le répète, qu'à propos du droit administratif que consacre notre parti, il n'y a aucunement de l'irrégularité. Sabouya n'est ni président AI, très bien, ni quoi que ce soit, il est simplement secrétaire général, et un secrétaire général qui s'est réuni avec ceux du directoire. On s'est dit, mais pour essayer, pour éviter d'alourdir l'administration, question de commencer à nous décider chaque fois à 3, eh bien, nous accordons la procuration spéciale au secrétaire général et qui répond en lieu et place. Et donc, il engage le parti. Est-ce que cela est un règlement personnel entre individus ou cela a été convenu dans le statut? Mais j'ai parlé des 3 organes qui se sont réunis. Mais est-ce que cette décision, cette façon de se réunir à 3, c'est vrai que ces 3 organes sont reconnus par les statuts, que ce sont eux qui ont le pouvoir. Ouais. Maintenant, du moment où ils décident d'octroyer ces pouvoirs à un individu, est-ce que cela est approuvé par les statuts? Est-ce que cela est mentionné dans les statuts de peur que cet individu n'en abuse? Non, l'individu n'en abusera pas. Pourquoi? Puisqu'il y a des limites. Il faut lire les documents qui ont circulé de cela, je crois, 1 année et demie. Donc ça veut dire qu'il ne faudra pas que les gens fassent de la mystification pour rien. Le secrétaire général est un organe. Mais puisque les organes sont muets, ils doivent être chapeautés par des individus. Et l'individu qui chapeaute sur procuration collective des autres organes, c'est Augustin Kabouya. Je crois qu'il faudra que les gens arrêtent de faire de la mystification sous peine de tomber dans la spéculation. Ça n'a rien à faire. Très bien. On suit de près ces processus électoraux, la manière dont il se poursuit. Pour certains, Félix Tshisekedi parle de Félix Tshisekedi en tant que garant du bon fonctionnement de toutes les institutions. Pour beaucoup, il est en train de décevoir dans la mesure où c'est quelqu'un qui a passé plus d'un quart de sa vie dans l'opposition et qu'il devait apporter du nouveau. Aujourd'hui, on voit une CENI qui patauge, qui tâtonne. On ne sait pas est-ce que les élections auront lieu à la date prévue. Et même cette date, si on tient les élections, on organise les élections en cette date, il y a une frange de la société civile qui pense que ça sera en violation des textes parce que les textes prévoient que les élections se tiennent un jour férié ou un dimanche. Et le 20 décembre sera un mercredi. Comment est-ce qu'on a pu organiser, réfléchir sans se rendre compte qu'on est en train de violer les textes et le bon fonctionnement des institutions dont le chef de l'État est garant? Qu'en est-il aujourd'hui? Bien. Dès l'entame de cette émission, j'ai aimé un propos que tu as utilisé. Le processus électoral est exposé à quelques soubresauts. J'ai aimé le mot soubresaut, puisque soubresaut ne signifie pas irrégularité. Vous comprenez? Ça veut dire que le processus électoral n'est entaché d'aucune irrégularité. Je vois un propos du président de l'Envol, que Félix Tshisekedi s'est battu, mais aujourd'hui il déçoit. J'ai toujours dit qu'il souffre de l'opiniâtreté. C'est une opiniâtreté viscérale. Ils ont commencé un travail de 13 parlementaires que tu connais à une certaine époque, pour essayer de proposer une nouvelle c'est pas loi électorale ou des nouvelles modifications dans l'électoral. Mais il n'est pas dit que puisque 13 députés ont réfléchi, ils ont coulé une résolution qu'il faut proposer au Parlement, cela devait passer comme un couteau dans le beurre. Non. Sinon, on veut le droit parlementaire, c'est lui d'exposer ce que nous proposons
à la lecture, appréciation, critique, autrement dit, au débat de vos pairs qui sont, qui sont des députés. Et par la suite, il dira, mais les réformes qui ont été faites étaient des réformettes, mensonges. C'est même un discours antidémocratique. Puisque la démocratie parlementaire donne au droit à chaque député d'apporter un sens de proportionnalité sur une question qui appelle modification, qui appelle débat. Et puis on dit que le processus électoral est selon votre propos de tout à l'heure. Mais je vous pose la question. Où avez-vous trouvé des irrégularités dans ce processus électoral? Je parle de ces cas, sur la date par exemple. Mais je vous dis, mais par exemple, même en droit chez nous, lorsqu'on renvoie une affaire, on dit que l'affaire doit être renvoyée à 2 semaines devant le juge. Mais lorsqu'on la renvoie à 2 semaines, l'on se rend compte que le 14e jour tombe un dimanche, les juges renvoient à lundi. Ça ne Est-ce que ces calculs ne devraient pas être faits en amont? Non, c'est un élément très mineur, mon cher ami. C'est un élément très mineur. Il y en a qui s'en servent aujourd'hui pour c'est déjà arrivé, c'est déjà une violation de la C'est déjà arrivé dans l'histoire de notre pays. Aucune élection dans notre pays n'est arrivée à date pour date. Ce n'est secret pour personne. Et vous en faites une jurisprudence, mais ce n'est pas alors que vous l'avez décrié, mais vous s'il vous plaît, Tshisekedi n'a pas créé les jours. C'est Dieu qui a créé les jours. Tshisekedi n'a pas créé dimanche. Il n'a pas non plus créé lundi. Et si la date tombe à un jour qui n'est pas prévu selon la loi, mais l'autre jour est un autre jour de Dieu, on le prend. C'est un élément très mineur. Là, les avocats, le magistrat en savent quelque chose. Parce que pour l'opposition, pas un seul jour de plus, pas une minute même de plus. Si, mais vous allez appeler ça glissement? C'est pas ça un glissement. Mais est-ce que c'est le délai respecté ou c'est déjà le dépassement du délai? Laissez-moi. En 2006, la date prévue par la Constitution de Sun City et même la loi électorale de la CI à l'époque, est-ce que c'est à date pour date que cette élection avait eu lieu? Non. J'imagine qu'il y avait quelque chose comme 10 jours de retard. Un autre élément, nous sommes en 2011. Est-ce que la date de 2011, jour pour lequel le scrutin avait été convoqué, c'était la date prévue, expressis verbis, dans la loi électorale? Non. Nous sommes en 2018. 18 lui-même en tant qu'année venait 2 ans après, relativement à la date de 2016. Mais c'est cela d'ailleurs qui pose... Je prends des exemples. Je pense que Tshisekedi a dessus à les dire ainsi, parce que pour eux, Tshisekedi, étant donné qu'il a passé tout son temps à critiquer toutes ces irrégularités que vous évoquez ici, il devrait faire il devrait s'en servir pour en faire une jurisprudence. Vous demandez à Tshisekedi... Rouler lui-même dans Vous demandez à Tshisekedi de poser des actes comme un dieu. Vous parlez des jours, samedi, dimanche, mercredi. Et si le 20, ce n'est pas Tshisekedi qui a prévu que le 20 tombe, je ne sais pas, un mercredi, et pourtant ça pourrait tomber un certain dimanche. Donc la loi veut aussi que nous puissions l'interpréter en toute rigueur. Donc, si nous rapprochons le scrutin au 17, nous violons aussi la loi, puisque la loi prévoit le 20. Donc, je voudrais finir en disant... La loi n'est pas violée, ne faites pas des insinuations, sinon vous serez responsable devant le juge. La loi n'est pas violée, la loi prévoit le 20. Elle prévoit un jour férié ou un dimanche. Et là, le 20, ça ne sera pas un dimanche. Si telle est la volonté du législateur, il n'y a pas violation de la loi, monsieur. Je vous ai donné un exemple. Puisque vous craignez que que le 20 tombe un mercredi, donc par toute voie de conséquence, vous voulez conduire la CNI à reculer de 3 jours pour que ça se tienne un certain 17, alors que la loi parle du 20. Donc dans tous les deux sens, l'on tomberait sur l'au-delà de la plaque. Donc par toute voie de conséquence, il ne faut pas que les gens disent ici, au lieu de voter le 20, nous votons... cette fois-là, nous votons, je ne sais pas, le 25, ça serait une violation de la loi. Non, il ne faut pas non plus oublier que la Constitution dit que le président de la République reste en fonction jusqu'à la remise des reprises. C'est-à-dire que le président de la République a un mandat protocolaire. On ne peut pas escamoter le mandat protocolaire d'un président de la République par le simple fait que la date du scrutin ne tombe pas un jour
férié. Mais entre nous soit dit, ce sont des faits mineurs. Ce sont des faits mineurs. Une frange de la population représentée par... Mais tantôt, vous avez parlé de la société civile. Bien sûr. Une partie, vous avez parlé d'une partie de la société civile. Une partie parce qu'il y a plusieurs rangs qui sont... mais là, principalement, la société civile qui s'occupe des questions électorales, c'est qui a pensé que déjà cette date viole la Constitution, viole les textes, parce que ce ne sera pas le jour férié comme le prévoit le texte. Mais déjà, en observant le climat, les décors qui est planté, il y a des voix qui s'élèvent pour dire qu'il est important peut-être de s'asseoir, parler pour baliser la voie des bonnes élections. Est-ce que ce n'est pas aussi important? Mais en fait, il demande quelque chose de son contraire. Vous demandez le respect du délai constitutionnel. En même temps, vous demandez un dialogue. Mais ça, c'est le CLC. Hein? Peu importe. Dans notre pays, lorsque vous parlez de la société civile, il faut faire très attention car la société civile est plurielle. C'est pour le pluralisme de la société civile que nous nous sommes battus. Depuis la fuite des 13 parlementaires jusqu'à la démocratisation en 90. Ça veut dire que nous avons le pluralisme syndical, le pluralisme de la société civile, le pluralisme des partis politiques, etc., etc. Ça veut dire, déjà quand on parle de la société civile dans notre pays, l'on comprend qu'elle est plurielle. Il y a une société civile anti-pouvoir, il y a une société civile pro-pouvoir, il y a une société civile résiduelle, etc., etc. La Constitution veut que toutes ces sociétés civiles fonctionnent dans ce microcosme démocratique qui est la RDC. Donc on ne peut pas nier le droit à une portion de la société civile faisant d'une réclamation d'une autre comme étant le seul droit de citer. Non. Cette société civile dont vous parlez, la portion, vous parlez par exemple du CLC. Comment celui qui prétend être, je ne sais pas, coordonnateur ou président du CLC se retrouve en Belgique aux côtés des prétendus avocats belges de Salomon Idi Kalonda, il déclare des choses jusqu'à friser l'insulte à l'égard du président de la République en disant que Félix Tshisekedi n'avait jamais gagné aux élections, etc., etc. Vous pensez que cette société civile est l'église au milieu du village? C'est faux, c'est une société civile, je peux dire... parce que vous avez accepté la katumbiste ou... le pluralisme, il faut aussi accepter. C'est là que je dis, c'est au nom du pluralisme que je dis que cette société civile qui réunit en son sein le CLC est une société civile katumbiste. Le même CLC a été traité d'une portion de société civile pour Tshisekedi lorsque nous avons été dans l'opposition. Il en va de soi. En ce jour, nous disons qu'il existe effectivement une société civile aussi pro-pouvoir, tout comme il existe une société civile qui se veut résiduelle. Que cela vienne d'une société civile pro-pouvoir ou pro-opposition. Mais déjà quand vous venez... Katumbi, je ne sais pas comment est-ce que vous les classifiez, mais est-ce que cette avis ne tient pas? Regardons aujourd'hui. La vie ne tient pas debout. Il y a une partie de notre territoire qui est aujourd'hui occupée. Mais ça, il faut être réaliste. Mais est-ce que ce n'est pas cautionné de manière tacite? C'est le mot réalisme qui m'intéresse. De manière tacite, la balkanisation de notre pays. Non, s'il vous plaît, vous utilisez des gros mots pour rien. Le Congo reste indivisible jusqu'au retour de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, Bunagana n'est pas sous contrôle. Mais s'il vous plaît, ce n'est pas tout Bunagana, c'est une portion de Bunagana. Au moins, c'est une partie de notre territoire. Mais nous sommes en guerre, mon cher ami. Bunagana se trouve dans une province déclarée état de siège. Est-ce que la sécurité n'est-elle pas importante que les élections? Mais c'est là que je dis, la gestion d'un pays est totale et globalisante. Vous n'allez pas simplement vous occuper de la sécurité. Même en Ukraine, ils sont en guerre, ils reçoivent des bombes, en même temps ils s'occupent des soins et de comment nourrir les enfants, mon cher ami. S'il vous plaît, ils peuvent pas organiser les élections puisqu'ils se sont déjà déclarés en état de guerre. Il y a une différence entre état de guerre et état de siège. Donc en état de guerre, il n'y a pas élection, il n'y a même pas manifestation. Déjà dans l'état de siège ici, c'est pour raison dérogatoire, par exemple. On laisse les juridictions civiles parler, on laisse quelque peu les gens se réunir en termes de manifestations, dans des réunions publiques, etc., etc. J'ai comme l'impression que les gens veulent parler de la situation de Bunagana dans le Massissi et dans Rutshuru, comme par le dos de la cuillère. Non, mon cher ami. Cette province est effectivement en état de siège. Elle est en état de siège dans quel objectif? De bouter dehors les Rwandais sous la casquette du M23 qui agresse notre pays. Mais je vous pose la question.
Déjà pour l'enrôlement. À une certaine époque, les choses ont été arrêtées. Pourquoi? On ne pouvait pas enrôler la population sous le bruit des bottes. Ça, c'est la réalité, puisque vous parlez du réalisme. Voilà pourquoi j'ai dit, le mot réalisme m'intéresse. Et donc, si la centrale électorale estime pondre un résultat par équivalence, on s'est dit, mais on estime qu'il y a beaucoup de déplacés. Le souci du chef de l'État, c'est que l'on finisse la guerre, que tous les déplacés, tous les sinistrés parviennent à rentrer chez eux à la maison. Et quand ils rentrent chez eux à la maison, l'on ouvre cette fois-là les portes d'enrôlement. Mais entre-temps, nous courons le risque d'être au-delà du mandat constitutionnel. Ça, c'est une question. C'est ça le réalisme. C'est comme ça que l'on ouvre la porte à l'équivalence. On s'est dit, bon, écoutez, si jamais cela n'est pas possible, on prend en compte le nombre d'enrôlés de la fois dernière. Ça c'est pas du nouveau. Ce n'est pas simplement l'affaire de la centrale électorale sous Kadima. Yumbi, sous Nanga, vous en connaissez quelque chose. Beni et Beni territoire, vous en connaissez quelque chose. Mais pourquoi les gens racontent des histoires comme pour le plaisir de le faire? D'ailleurs, puisqu'il faut parler d'Adolphe Mosito, j'imagine que le réalisme l'a conduit à comprendre que, effectivement, c'est une question très délicate. Je demande simplement aux membres de mon parti de déposer les listes des candidatures partout. Et cela fut fait. Apparemment, cette confusion dans laquelle l'opposition nage aujourd'hui vous arrange? Non, c'est que les gens... Pendant qu'il y a une partie qui promet d'activer l'article 64. Hein. Oui, mais écoutez, j'ai dit à cette partie-là, vous parlez du président de l'ECD. L'ECD, mais écoutez, il faut bien lire, mais on y va lentement. On va y arriver, on va arriver au PPRD. L'article 64 de la Constitution, quand vous le lisez, c'est une disposition constitutionnelle amphibologique, qui a double sens, qui dit là-dedans que tout citoyen a droit de faire échec à tout individu qui exerce le pouvoir par la force ou en violation de la présente Constitution. Vous comprenez? Or, le pouvoir de Tshisekedi qu'il occupe est un pouvoir constitutionnel. C'est la même Constitution qui dit que le président de la République reste en fonction jusque... Donc, quand on veut évoquer le premier alinéa, il faut dire au président de l'ECD et à ceux du PPRD qui se foutent le doigt dans l'œil. Je prends le deuxième alinéa qui dit que imprescriptiblement, il est prohibé, il est interdit à tout individu de renverser un pouvoir constitutionnellement établi. Voilà. Mais Tshisekedi a été confirmé par la Cour constitutionnelle devant laquelle il a prêté serment. C'est-à-dire que le pouvoir de Tshisekedi est un fauteuil constitutionnel. Donc quiconque vient avec la sale besogne comme ils le font là, mais écoutez, c'est foutre le doigt dans l'œil. Maintenant, parlons même de la protestation elle-même. J'ai dit à ces gens-là qu'ils osent activer l'article 64, ça sera 64 contre 64. Puisque nous combinons le pouvoir et la rue. Mais c'est de ces menaces qu'on vous reproche aujourd'hui. Non, mais ça veut dire... Non, s'il vous plaît, je suis toujours dans la logique... La République je suis toujours dans la logique... Et après, il y a je dis que je suis toujours dans la logique de l'article 64. Si pour eux, ils choisissent l'article 64, posez-leur la question. Quel alinéa? S'ils choisissent le premier alinéa, eh bien nous, Union Sacrée, nous choisissons le deuxième alinéa. Surtout le premier alinéa qu'ils choisissent. En même temps, il constitue un danger pour eux. Donc, ils arrêtent de distraire les gens. À propos du président de l'ECD, par exemple, il dit, mais écoutez, on ne va pas aux élections si on n'expose pas le fichier électoral. Non, il utilise des gros mots pour rien. J'en sais quelque chose. On se connaît, on a été ensemble. On a été ensemble. Quand il dit que je ne vais pas aller aux élections, puisque... il n'y a pas de fichier crédible. Non, il n'y a pas de fichier, mais il réclame l'audit d'un cabinet international. Quand bien même la réponse de la CNI était une réponse de droit. Crédible. Mais lors du point de presse organisé par le président de la CNI, ou par la CNI elle-même, sur la crédibilité du fichier, qu'est-ce que Kadima a dit? Mais c'est le même fichier qui est utilisé, qui est pris en compte par l'ONIP. Et donc, si on le lui interdit de droit, comme ça a été fait par la CNI, alors mais dites à Fayoulou d'amener son cabinet international, qu'il aille auditer le fichier à l'ONIP. Et puis, il donne un résultat par équivalence. Où est le problème?
Puisque c'est le même fichier qui est pris en compte par l'ONIP. Il ne faut pas mentir l'opinion. Ceux qui nous suivent... S'il est dans l'incapacité de pouvoir, d'avoir des moyens à pouvoir organiser, envoyer ses membres en campagne, mais il doit éviter de jouer aux entourloupettes. Voilà. Vous parlez du FCC, mais mon cher ami, je peux admettre que SID critique, je peux admettre qu'Envol critique, mais pas le FCC. Pas eux, ce sont des Congolais aussi. Si, mais écoutez, mais si je parle maintenant politique, je ne parle pas droit. Vous avez vu quelqu'un qui a 18 ans d'échec. Il veut donner des leçons à celui qui a fait 4 ans en réussissant où eux, ils ont échoué. Ils ont quelles leçons à nous donner, eux? Les élections dont je parle ici, de 2006 à 2011, de 2011 à 2000. Milliards, vous avez les taux de dollars aujourd'hui qui planent entre 25 et 26. Est-ce que vous pensez qu'eux n'ont pas le droit de dire quelque chose là-dessus? C'est là que je dis. Mais eux, là, quand ils sont arrivés au pouvoir, Vital Kamerhe vous a fait un tableau synoptique. Est-ce que tu sais que la dégringolade historique qui ressemble à celle du maréchal, c'est la leur? C'est la leur. Et puis pendant que ça dégringolait, je te signale, il n'y a eu crise financière mondiale qu'en 2008. Mais eux ont fait 18 ans au pouvoir. Mais nous avons simplement été secoués par Covid. Et les effets directs et indirects de la guerre russo-ukrainienne, dont vous en connaissez quelque chose. Dieu merci, sous Félix Tshisekedi, on a une réserve bancaire d'environ 5 milliards. Et vous avez suivi le point de presse du ministre des choses, et même de leur conseil économique, qu'ils vont finalement sortir au moins 200 millions de dollars et jeter dans la circulation pour essayer de résorber cet élément. Ça voudrait dire qu'il ne faudra pas que l'on puisse se voiler la face. Les 16 milliards dont on parle, ce ne sont pas les 16 milliards. Pourquoi est-ce que vous... Ce ne sont pas les 16 milliards pour un seul domaine du pays. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas... Ce sont les 16 milliards pour tous les besoins de la République, la gratuité de l'enseignement, les programmes de 145 territoires, 1 milliard pour la guerre à l'Est, etc. Quand on dit qu'on est monté en puissance, on ne monte pas en puissance sur le plan mystique, non. On monte en puissance sur le plan logistique, etc. Lorsqu'on tire la sonnette d'alarme, vous ne prêtez pas l'oreille. Qui sera responsable du chaos qui adviendra demain? Il n'y aura pas de chaos au lendemain des élections, parce que... Alors, vous êtes congolais pessimiste? Non, mais je suis réaliste. Vous parlez du chaos? Je suis dans le réalisme. Je me dis aujourd'hui que ceux qui menacent sont peut-être capables de beaucoup de choses que vous ignorez. Si, mais nous savons... Et si jamais il arrivait quelque chose de pas très bien à la République, nous sommes informés de tous les plans qu'ils ont montés. Le front de Bunagana, le front de Kishiché, où il y a eu un pogrom, on a massacré nos frères, on continue à massacrer par les enfants du Rwanda. Kagame a estimé, puisqu'il est en intelligence avec certains vendus de Congolais qu'il présente comme étant opposants, ils veulent ouvrir un front au sud. Et le front du sud, il s'agit de Mouliro, il s'agit de Mpweto, de Kasenga, de Mokambo, de Lonchi, de Lukangaba, de Kasumbalesa et de Kipushi. Et là-bas, c'est en complicité avec certains opposants. Donc la seule carte à laquelle ils voulaient jouer, c'était la carte subversive. C'est la carte subversive. Moi, j'ai dit Dieu merci, puisque tous les jours de la vie, il veille sur notre président République, il veille sur la stabilité des institutions. Et donc, si eux ont renversé Mobutu par l'écoulement de sang, il n'en sera pas question pour Tshisekedi. Parce que Tshisekedi fera ce 2 mandats, il partira et le Congo restera. Vous aimez bien vous et nous les avons déjà bien identifiés. Vous aimez bien vous référer aux faits du passé, aux faits historiques. Mais attends, mais s'il vous plaît, c'est très important. Je vous en prie. Tu sais pourquoi on se réfère au passé? Il est un principe latin qui me plaît, qui dit « Historia magistra experientia docet », que l'histoire est la maîtresse de l'expérience que nous vivons. Quand toi et moi avons été à l'école, quand on étudiait l'histoire, monsieur citoyen ou monsieur le maître nous disait, nous étudions le passé pour mieux comprendre le présent et préparer l'avenir. Alors, on ne peut pas interdire c'est dans cette à nous qui sommes de la mouvance aujourd'hui de se référer au passé pour mieux nous faire expliquer aujourd'hui pourquoi. Puisque Tshisekedi ne peut pas être comparé, son régime ne peut pas être comparé à un régime postérieur, sinon ça sera de la futurologie. Très bien. Tshisekedi ne peut être comparé que par rapport à ses prédécesseurs. Une question. Parce que vous aimez bien vous référer au passé, vous l'avez vous-même bien expliqué, que ça nous aide à bien préparer, à bien faire les choses dans le présent pour préparer le futur. Si en 2016, on n'a pas eu des élections,
et que le ciel n'est pas tombé sur la tête des Congolais, on les a eus 2 ans après. Pourquoi ne pas écouter aussi ceux qui pensent que aussi longtemps que Bunagana sera occupé, on ne pourra pas faire la fête à Kinshasa? Pourquoi ne pas les écouter, s'asseoir, trouver une voie de sortie et avoir de bonnes élections, même après quelques mois? Mais c'est là que j'ai dit, quand nous avons commencé, quand ces gens-là ont commencé la guerre, ils n'ont consulté personne. Kagame a pris des décisions comme ça, unilatérales, en tant que dictateur et sanguinocrate. Ça, c'est la première. Deuxième des choses, lorsque nous avons décrété l'état des sièges, la Constitution exige au président de la République d'entendre les institutions et puis, sur proposition du comment on appelle, au commandement militaire, comme on appelait aux AR, le nom actuel m'échappe. Vous comprenez? Ça veut dire que c'est une décision Conseil de sécurité. Non, il y a un terme, Conseil supérieur de la défense. Donc ça veut dire, les institutions se sont réunies. Or, tous les Congolais se reconnaissent dans ces institutions puisqu'elles sont constitutionnellement établies. Et puis, nous avons décrété l'état des sièges. Mais en vertu de quoi? C'est la plupart des opposants pro-Kagame qui veulent que nous puissions aller aux négociations afin que les enfants de Kagame et certains vendus de Congolais qui sont embobinés dans le jupon de Kagame essayent d'avoir droit de citer à un certain dialogue. Mais finalement, ça sera de l'éternel recommencement. Voilà pourquoi je vous dis, nous étudions le passé. Étudions le passé pour mieux comprendre le présent et préparer l'avenir. Donc quand nous avons étudié le passé, nous avons estimé que plus question de forces négatives brassées dans l'armée. Quand nous avons étudié le passé, c'est puisqu'on a vu les conséquences. Le président de la République dernièrement, il a dit que nous avons fait une armée minée. Mais bientôt, le toilettage va arriver à sa fin. Ça veut dire, c'est de l'expérience du passé que nous faisons le toilettage dans l'armée. Donc il ne faudra pas que les gens se servent d'une réalité aussi macabre de nos frères à l'Est pour fonder leurs réclamations politiques. C'est un mauvais comportement, c'est un saut dans le vide. Très bien. Alors, ces processus électoraux, cette population qui a voté plus d'une fois depuis 2006, 2011 et puis 2018, cette fois-ci, la population commence un peu à se réveiller. On observe malheureusement que vous, politiques, vous avez une drôle de façon de faire les choses. Lorsque vous êtes au front, c'est avec vos militants, avec les sympathisants que vous allez au front. Arrivé aux élections, il y a malheureusement des candidats qui n'ont pour suppléant que leurs membres de famille. Mais c'est malheureux! On va nous balancer, il y a quelques photos d'illustration ici. On voit des candidats qui n'ont pour suppléant que membres de leur famille. Oui, mais... Comment est-ce que vous expliquez cette immoralité? Moi, je trouve ça de l'immoralité. Si, ça veut dire... Ce qui est grave, c'est que le président d'Envol était le pionnier de ce discours-là. Or, la philosophie vous apprend que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Louis. Ah là, on voit, il y a des photos d'illustration. Ok, Mulumba. Moulimba Limba. Moulimba Limba, voilà, Moulimba Et Limba. Moulimba Limba Marango. Marango Delis, qui est certainement sa fille ou sa nièce, je ne sais pas. Bon, écoutez, mais Il y en a mettez aussi Délice Sanga. Pourquoi vous avez choisi Moulimba Ouais, il y Limba? a Délice Sanga qui est là. Mais bon, en fait, pour Délice Sanga, j'ai appris par le canal de l'un des cadres de son parti, qui pour lui, c'est dépit. La nuit des temps que sa sœur est toujours... C'est un cercle vicieux philosophique. Pour un opiniâtre comme c'est le cas, je dis que militante du parti. C'est un cercle vicieux philosophique. Voilà. Je dis que, légalement parlant, jusque-là, il n'y a pas encore eu de la prohibition. Mais quand quelqu'un, pour se faire croire à l'opinion congolaise, il dit... Il faut mettre fin à cette histoire de suppléance familiale, etc., etc. Il porte son combat comme il le fait souvent dans une opiniâtreté ostentatoire. La suite, c'est laquelle? Il va dire que, puisqu'elle a déjà été membre, mais le combat que tu as mené au Parlement, quel est son fondement? C'est pour ça que je dis, tout ce qui brille n'est pas or. Il faut zapper tous ces gens-là. Et il y a d'autres aussi. C'est aussi une autre réalité. Je ne sais pas pourquoi est-ce que cette façon de faire que vous avez trouvée, que vous avez héritée, vous ne pouvez pas l'élaguer. Quelqu'un qui est candidat, donc l'accumulation de fonctions. Vous êtes candidat à la présidence, on voit Matata Pogno, qui sera
certainement candidat à la présidence parce qu'il s'est Ça dit qu'il n'a pas confiance à être... il ne sera pas élu comme président. Mais est-ce que ce n'est pas des choses que vous pouvez aujourd'hui... C'est une fonction d'arrière-garde qu'il postule déjà comme candidat député national. Mais on a si, ça veut dire que ce sont des choses qui se discutent au Parlement. Il ne faudra pas non plus que l'on pense que toute idée que l'on conçoit à coucher dans une loi alors que la loi a comme maternité le Parlement, que l'on puisse se dire pourquoi on ne fait pas. Mais même quand j'irai le faire, ça doit être exposé au débat. Il faudra que dans ce débat argumentatif, que je puisse effectivement être persuasif. Si je ne suis pas persuasif et que dans l'hémicycle, il y a ceux qui ont beaucoup plus de lumière que moi, ou au nom de la démocratie, la loi a été évincée au profit, la majorité, hein. Au profit de la majorité, ben écoute mon cher ami, on s'était. C'est aussi ça la sportivité démocratique. Alors, donc voilà, vous avez mis tous ces gens-là au tableau. Ils sont exposés. C'est vraiment malheureux de voir que ces vieilles pratiques qu'on a dénoncées continuent à exister même sous Tshisekedi. Ils ont mené en bateau, ils ont mené en bateau leurs militants. Ils parlent au nom du peuple. C'est comme celui-là, le président de LGD. Il multiplie des conférences. Lui, il fait un peu comme une propagande académicienne. Il raconte des histoires. Mais ça veut dire que, monsieur, vous êtes incapable d'être élu président de la République. C'est pas facile d'être élu président de la République, mon cher ami. Il faut avoir de voix dans toutes les 26 provinces. Encore vous comprenez? Aussi connu dans toutes ces provinces. Si, et puis il faut avoir bien géré le pays, mais eux n'ont pas bien géré. Il faut poser la question aux agents de l'ONATRA et de la SNCC. Ils vont vous dire qu'est-ce qu'ils gardent eux comme dents contre le président de LGD qui se prétend candidat président de la République. Bon, sur le financement de la Banque mondiale pour le relèvement, mon cher ami, c'était chaotique. Hein? Très bien, là, on sait comment est-ce que cette histoire s'est terminée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça s'est terminé très mal. Voilà. Donc, il faut dire au candidat de Bukangalonzo qu'il a trompé l'opinion en disant qu'il... Mais on me fait tout ça puisque je suis candidat président de la République. Et voilà, il va déposer comme candidat député national à Kindu. Tu connais la stratégie? Je n'ai pas confiance que je serai le président de la République. Par toutefois de conséquences, vous mettez la candidature na députation nationale. Très bien. Il en est de même du président d'Envol qui a fait la ronde ici en train de se faire passer pour un candidat président de la République. Ben, écoutez, mais quand il va déposer de l'autre côté, c'est pour se dire, on ne sait jamais, c'est quand on est en présidentielle. Tout ça, ils sont convaincus que Tshisekedi, il a gagné tous les sondages. Voilà. Ce qui est grave, même les sondages organisés par les partisans du 4 de Langa. Fachi a fouetté les gens là-dedans. Ça, c'est votre opinion. On comprend que vous... Non, mais ça se voit, mais vous êtes dans le réseau. C'est tout à fait logique. Alors, je l'ai dit ici à l'entame, l'assassinat de Chéribon Kandé, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais imaginé sous ces pouvoirs qui se veut un pouvoir du peuple, qui se veut un pouvoir assis sur un véritable... Vous dites sous ce pouvoir. Pourquoi vous dites sous ce pouvoir? Parce que ça s'est passé sous Tshisekedi. Aujourd'hui, on peut dire tout ce qu'on veut, mais il y a la responsabilité du président de la République en tant que garant de la sécurité et de la paix de tous les Congolais. Si, mais alors vous faites un raisonnement, vous faites un raisonnement par absurde. Ça veut dire, les gens meurent tous les jours dans ce pays, dans des hôpitaux. Pas dans ces conditions-là. Laissez-moi parler, s'il vous plaît, je suis en train de dérouler mon tapis de la logique. Allez-y, je vous en prie. Dans des hôpitaux, dans des crashs d'avions, les gens meurent dans des qu'est-ce que je dis, dans des télescopages de trains, dans des accidents, etc., etc. Mais quand ils meurent toujours comme ça au monde, dans des pays où il y a toujours tantôt des présidents de la République, tantôt des rois, tantôt des monarchies constitutionnelles, tantôt des premiers ministres, qui sont des garants de la bonne marche des institutions. Là, vous avez évoqué y compris des cas naturels, des constitutions et oui. des cas, des catastrophes. Je prends des cas naturels, pourquoi? Puisque votre question est venue par absurde. C'est comme ça que j'ai dit, le président de la République est le garant. Vous comprenez? Mais quand le président de la République, on dit qu'il est le garant, mais quelqu'un s'enivre à l'excès et il meurt. Où est la responsabilité du président de la République? Il ne faut pas, quand vous posez des questions, que la question transporte dans son ventre une espèce d'insinuation. Voilà. C'est très dangereux je dans la législation des principes. J'ai déjà compris. Maintenant, j'ai déjà compris. J'ai déroulé mon tapis pour balayer cette question. Mais maintenant, à propos de la mort de Chéribin Okende. Mon cher ami, moi je garde un bon souvenir de solidarité
à l'égard de Chéribin Okende. Je te signale que j'étais numéro 2 du caucus des avocats du RASOP pour l'ex-province du Katanga. À cette époque-là, lorsqu'ils ont quitté Kabila, le parti de Okende s'appelait le FCIR. Le président fédéral, sauf erreur de ma part de son parti, était vice-bourgmestre de la Kenya. Et moi, j'ai été son avocat lorsqu'il a été arrêté du fait de la manifestation du RASOP. Il a fait environ 1 année en prison. Je suis parvenu à les libérer. Donc, sur le plan historique, sur le plan de la solidarité nationale, je garde ce souvenir-là de Chéribin Okende, avec qui nous nous sommes battus ensemble lorsque nous avons été tous au RASOP. Alors, mais à propos de la mort elle-même, une mort aussi tragique et crapuleuse, comme c'est le cas. Une mort atroce. J'ai dit d'abord que, de par les spéculations, de par les propos dichotomiques et anachroniques qui ont caractérisé l'armée numérique de leur formation, l'armée numérique katombiste comme aimait l'appeler l'actuel VPM à l'intérieur, et tous ces gens-là prouvent à suffisance que la mort de Chéribin Okende vient de loin. C'est-à-dire? C'est-à-dire, tantôt on vous donne un exemple, que Chéribin Okende, c'est un autre que j'ai suivi sur un plateau, était disposé à pouvoir quitter ensemble. Et que tout ce temps, il s'arrangeait pour rencontrer le président de la République. Et qu'il aurait... ce sont des spéculations. Il n'y a aucune preuve qui prouve que c'est qu'ils ont dit. C'est ce que je... Voilà pourquoi ceux qui ont tweeté, qui ont publié des choses a priori sur la mort de Chéribin Okende vont finir par répondre en justice. Question pour nous d'y voir que ça fait partie du droit de l'information du peuple. Il ne faut pas oublier qu'une décision est rendue au nom du peuple congolais et exécutée au nom du président de la République. Une décision de justice. Et donc, lorsqu'on vous dit qu'il aurait vu Okitundu, le sénateur, et celui-là l'aurait orienté chez un pasteur, lequel pasteur a retenu un rendez-vous. Okitundu n'a jamais confirmé ça. Peu importe, je suis dans les spéculations des gens, de ce que les gens racontent. Ce sont des choses que j'ai dit pas directement, mais à l'indirect. Continue à spéculer. Alors, dans ce cas, lorsque vous regardez l'audio de l'échange entre la garde du corps et le journaliste, votre confrère Peter Tiani. Vous comprenez? Lorsque vous regardez encore une fois les propos de ce même policier avec Israël Mutombo, vous allez vous rendre compte que le crime parfait n'existait pas. Et même le policier, y compris le chauffeur, ils ont déroulé le tapis de la recherche de la vérité. Et quand le procureur s'est exprimé, le procureur général s'est exprimé, vous vous êtes finalement rendu compte que on dirait que ce gars s'est jeté lui-même en holocauste entre les mains de la justice. Les spécialistes en criminologie trouvent quand même étonnant la manière de communiquer du procureur. Pourquoi autant de médiatisation? Mais est-ce que la communication est une question criminologique? Il trompe d'abord. Qu'est-ce qui fait que l'on communique autant sur cette question? Il ne faut pas que les gens essayent de vous tourmenter pour rien. Non, mais les criminologues la communication du procureur général risque de nous éloigner des pistes. S'il vous plaît, la criminologie est différente du droit. Que ce criminologue-là vous dise quelle est la disposition légale qui interdit à un procureur de communiquer sur un drame. Est-ce que communiquer dans ces circonstances ne peut pas alerter le vrai coupable et lui donner la porte à s'enfuir? Parce que déjà, on lui donne les éléments. Mais entre le coupable et la grogne populaire, c'est quoi qui vous intéresse? C'est comme ça qu'au nom du droit de l'information, le procureur se trouve en droit de pouvoir nous informer et comment ils vont dérouler, puisqu'il y avait de la récupération politique là-dedans. Comment ils font taire la récupération politique? Le pouvoir judiciaire nous apporte lumière. Et puis, je vous dis, communiquer est une question juridique et même judiciaire. Ça n'a rien à faire avec la criminologie. La criminologie est une science descriptive et le droit est une science normative. Il ne faudra pas que les gens fassent de l'amalgame. Et donc, je dis que ces criminologues-là, nous avons besoin d'eux dans l'expertise des enquêtes. Nous avons besoin d'eux peut-être dans l'administration de la preuve. On n'a pas besoin d'eux dans la communication de l'information au peuple. Non, le peuple a besoin d'être informé. Tout ça pourquoi? Peut-être les criminologues
on ne sait pas pour qui il roule, et il pense que l'information telle qu'elle a été donnée, ça a essayé de taire un bruit qui allait dans le sens. Puisqu'il faut aussi dire que ces gens-là, il y a des gens qui ont accusé gratuitement le régime. Quand Katoumbi vous dit que... ça a raison, parce que lorsqu'on essaie... Pourquoi vous dites à raison, organe? Vous êtes affirmatif. Ne dites pas c'est à raison. Quand quelqu'un dit qu'il s'agit d'un assassinat politique, quand quelqu'un dit qu'il s'agit d'un crime d'État, tu connais ce que ça signifie? Aujourd'hui, c'est vraiment, je ne sais pas si c'est une mauvaise coïncidence ou ça suit la cour normale des choses. Lorsque le chef de l'État s'est... que quelques mois après, ou même pas mois, quelques semaines après... Le président de la République, vous aussi, vous faites... Il a menacé. Aujourd'hui, on prend ses paroles comme... Vous faites des raccordements frauduleux. Je regrette que vous soyez en train de dire crescendo organe. Le discours du président de la République est un discours qui relève de la sécurité de l'État. Il s'agit d'un discours qui prend la route à toute tentative portant atteinte à la sûreté de l'État. Mais qu'est-ce que Okende constituait comme danger par rapport à la sûreté de l'État? Vous en savez quelque chose? Il ne faut pas sortir les propos du président de la République de leur contexte. Et puis, quand quelqu'un parle d'un assassinat politique, vous savez ce que ça veut dire? Quand quelqu'un parle d'un crime d'État, vous savez ce que ça veut dire? Ça dit que ça ne pouvait pas interdire au procureur général de nous donner à nous l'information. Et puis je te signale que c'est bien beau aujourd'hui, on commence à avoir une clairière en te disant que Okende ne sera jamais le Floribert Chebeya de Félix Tshisekedi. Non seulement qu'ils sont dans un activisme différent, oui. Mais ça, je vous dis que Tshisekedi n'est pas un simple. Alors la dernière question, parce que là on est comme ceux d'hier, etc. Voilà. Au regard de tous ces procès qu'on a connus, les gens essaient aujourd'hui, ils sont dubitatifs. On comprend que tous les procès qu'on a connus dans ce pays nous ont laissé un goût d'inachevé. On n'a jamais trouvé le vrai coupable. On n'a jamais, que ce soit dans le procès Mouzé, que ce soit dans celui de Chebeya que vous venez d'évoquer, Kaïmbi, les tout récents. Dans le procès Mouzé, Fatih a dit qu'on va réouvrir le débat. Alors, est-ce qu'aujourd'hui on peut s'attendre à ce que la lumière soit faite sur cette affaire? Et je te dis que la question de Okende a été délibérée en Conseil de ministres. Le président de la République a tapé taloche sur table afin que justice soit faite. Ça veut dire il est des cas comme ça pour lesquels le chef de l'État n'avait pas tapé taloche sur table. Voilà pourquoi vous voyez la célérité et la sérénité avec laquelle la justice s'engage. De ce Conseil de ministres, ils sont allés plus loin, jusqu'à vouloir faire venir les experts internationaux. Rien que pour faire éclater la vérité. Vous ne connaissez pas quelles sont les relations que le chef de l'État a gardées avec son ancien ministre de Transport, qui est Chérimé Okende. Vous ne savez même pas que quand le chef de l'État commémorait ses 60 ans d'anniversaire, qu'est-ce qui lui avait été envoyé comme message d'anniversaire sur WhatsApp? Vous savez les compter? Donc ça veut dire que le président de la République est touché à sa fibre existentielle sur cette question de Okende. Donc nous sommes en train d'y aller. La vérité va éclater. On va entendre tous ces gens. C'est un procès qui va se passer en public. Il n'est pas important de pouvoir s'agiter. C'est comme quand j'ai vu le président d'ensemble faire la ronde des ambassades. Mais pourquoi vous faites la ronde des ambassades? C'est pendant que le gouvernement lui-même a déjà sollicité. C'est parce qu'il n'a pas confiance en justice. Surtout que pour lui, c'est Félix Tshisekedi qui a éliminé. Mais on ne peut pas juger le propos. Vous dites que pour lui, il dit que c'est Félix parce qu'il dit que c'est un assassinat politique. Oui, mais quand il dit assassinat politique, quand on dit politique... On sait que leur adversaire politique, c'est Tshisekedi. Non, quand on dit politique, le mobile peut être politique, tout comme l'assassinat peut venir du camp d'ensemble là-bas. Puisque, qu'est-ce que je dis? L'hypothèse que je vous ai racontée tout à l'heure ici, si jamais ces gens-là avaient déjà monté un plan pour un front du Sud. Ils avaient un projet subversif contre la République et que Okende était disposé à pouvoir éventrer le boa devant le chef de l'État. Ont-ils estimé qu'il fallait les aiguiller de cette manière-là? Donc quand on dit assassinat politique, il n'est pas dit que la mort politique viendrait simplement du pouvoir. Non, ça peut aussi venir de votre camp. Très bien. Alors, vous êtes candidat à la députation? Oui, mais tout naturellement, à la députation nationale. Alors, vous avez cette caméra en face de vous. Un message, parce que ça sera en guise de mot de la fin de cette émission d'aujourd'hui. Bien, écoutez, je voudrais dire
à la population qui nous suit que je suis candidat à la députation nationale pour la circonscription de Lubumbashi. Je dis que Félix Tshisekedi mérite un deuxième mandat avec une majorité parlementaire confortable. Quand je vois les écoles en train de sortir des 145 territoires, même à des endroits où en 80 ans les colonisateurs n'ont pas laissé des écoles, j'ai dit que Félix Tshisekedi c'est le président de la Renaissance. Moi, votre candidat, j'ai été élève aux Zaïre. J'ai pour quelques années étudié gratuitement. Mais quand le président de la République, sans être un voleur, il reçoit des institutions de Bretton Woods, 1 milliard de dollars, et qu'il continue en ce jour à faire dépenser des budgets pour la République afin que la gratuité de l'enseignement soit démise, et où vous avez au moins 4 millions d'enfants à l'école, donc Félix Tshisekedi est le président de la refondation de l'État. Donc par toute voie de conséquence, il lui faut désormais une majorité parlementaire non capricieuse, mais plutôt une majorité parlementaire volontariste et idéologique. Donc c'est sur cette note que je vous demande d'en tenir compte au moment opportun. Merci beaucoup, Maître Passy Mbayo. C'est moi qui vous remercie et je vous témoigne. Lorsqu'on est avec vous sur ces plateaux, on ne voit jamais le temps passer. Oui, c'est toujours un plaisir. Hein. C'est un plaisir par votre savoir-faire. Je vous témoigne tous les sentiments patriotiques et je fais gros bisous à toute l'équipe. Je leur dis que l'excellence est transcendantale. À force pour eux de bien faire le travail, un trésor est caché dedans. Merci. Je vous en prie. Et je vous réciproque tous ces compliments. Merci beaucoup. Vous êtes toujours les bienvenus sur ces plateaux. Alors, je vous souhaite une belle soirée, Merci un beaucoup. bon séjour à Kinshasa. Merci beaucoup, droit au cœur. Madame, Messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Cette belle émission que nous avons eu le plaisir de décrypter avec notre invité. Vous les connaissez, il est un habitué de ces plateaux. Je vous fixe rendez-vous très prochainement avec un autre invité. Au revoir.